Nous allons commencer. Donc, bienvenue pour cette présentation sur les vins effervescents, les opportunités qu'ils représentent sur le marché et aussi les méthodes de production. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Augustin Calas. Je travaille pour le laboratoire Enolis depuis maintenant un an en tant qu'œnologue conseil et consultant en viticulture. Et donc, je suis accompagné de Morgane Amiel, qui est œnologue, lui, pour l'entreprise Rivarose Prestations. Et donc, il propose des prestations à façon de, de bulles. Donc, pour le sommaire, tout d'abord, nous parlerons du marché mondial des vins effervescents. Il y a une étude très intéressante et très complète qui a été réalisée par Agrex Consulting pour France Agrimaire, qui répertorie vraiment très bien les chiffres à la fois de production, d'exportation, d'importation et de consommation des vins effervescents dans le monde. Ensuite, en deuxième partie, nous parlerons des effervescents à la vigne et dans la cave, avec les adaptations dans les vignes, les adaptations dans la cave. Puis nous ferons un petit bilan de la première partie sur les opportunités qu'offrent les vins effervescents aujourd'hui sur le marché et dans notre production. Puis en troisième partie, je passerai le relais à Morgane qui fera une présentation de Rivarose, qui parlera des méthodes d'élaboration proposées par l'entreprise et aussi d'autres possibilités pour vraiment montrer le panel de propositions de l'entreprise. Donc tout d'abord, pour commencer, nous allons parler de la production de vins effervescents dans le monde. Un chiffre important pour commencer, c'est que la production mondiale de vins effervescents a augmenté en 20 ans de 59%, ce qui est une augmentation très importante avec une moyenne de 2,4% par an. Et il est intéressant de mettre en parallèle la production mondiale de vin, qui, elle, a atteint son niveau le plus bas depuis 1961, avec la baisse de consommation des vins tranquilles. Sur le graphique de droite, nous pouvons voir les principaux producteurs de vins effervescents, qui sont donc l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc, ce sont quand même les pays historiquement producteurs de vin. L'Italie largement en tête, avec notamment la tendance du Prosecco qui a explosé ces dernières années. La France également, dont la production représente presque la moitié de celle de l'Italie, mais avec une forte valeur ajoutée, notamment les champagnes. Puis nous avons l'Espagne, qui elle est très reconnue avec sa production de cava, localisée dans la région enfin, en Catalogne. Et pour terminer, l'Allemagne, qui elle aussi est très productrice de vins effervescents, mais qui est moins présente à l'export. On se rendra compte plus tard que l'Allemagne est très autoconsommatrice de ces vins effervescents. Donc voilà les quatre principaux producteurs de vins effervescents dans le monde en 2022. Et donc, comme je vous le disais, tous ces chiffres viennent de la présentation faite par Agrex Consulting que vous pouvez voir ici en bas, l'étude Le marché mondial des vins effervescents et auquel ensuite vous pourrez avoir accès si vous le désirez parce que c'est vraiment très, très complet. Au niveau des exportations maintenant, donc la production a fortement augmenté, mais les exportations également, avec une croissance de 169% en 20 ans, soit 5,1% par an. Parmi ces exportations, on retrouve une majorité de vins mousseux, donc avec une pression en bouteille supérieure à 3 bars. Donc 80% des exportations sont des vins mousseux, 17% sont des vins pétillants, donc avec une avec une surpression pardon, en bouteille aux alentours de 2,5, entre 1 et 2,5. Au niveau des exportations par pays maintenant, donc on retrouve dans les premiers les principaux pays producteurs, mais il est intéressant de voir les tendances selon chaque pays, à savoir que l'Italie exporte 65% de sa production, donc encore une fois essentiellement représentée par les Prosecco, très présents dans le marché mondial. La France exporte 50% de sa production de vin effervescent. L'Espagne exporte 85%. Donc il faut savoir que l'Espagne est beaucoup plus exportatrice et productrice de vin effervescent que consommatrice. Et l'Allemagne maintenant qui n'exporte que 20% de sa production. Et donc, comme nous le disions précédemment, qui a une autoconsommation très importante de ses propres vins effervescents. Au niveau des importations maintenant, donc forcément, nous avons vu que les exportations
croissent, donc forcément les importations croissent également, avec une augmentation de 180% en 20 ans, donc 5,3% par an en moyenne. Et parmi les plus gros importateurs, nous pouvons voir qu'il y a donc les États-Unis en tête, qui représentent 19,2% des importations de vins effervescents dans le monde. Mais on retrouve aussi le Royaume-Uni, avec une importation qui n'est pas négligeable quand on compare les populations. Les États-Unis ont plus de 300 millions d'habitants, alors que le Royaume-Uni en a à peu près comme la France, 68 millions. Donc l'exportation par tête est très importante au Royaume-Uni et également l'Allemagne, donc qui est à la fois très productrice, mais aussi très importatrice de vins effervescents. Donc la consommation en Allemagne est très importante. Au vu des statistiques des États-Unis, il me paraissait important de faire un petit focus sur la consommation de vins effervescents aux États-Unis, avec ce tableau que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il montre la diversité de consommation et d'importation de produits des Américains. Donc, c'est un tableau qui représente les 10 marques de sparkling wines, telles qu'ils l'appellent, les plus vendues aux États-Unis en 2021. Et donc, parmi ces vins, nous pouvons voir la grande diversité de pays, à savoir en premier lieu, donc entouré en orange ici, les produits italiens, essentiellement le Prosecco. Donc ça, on le sait, on l'a vu au niveau des statistiques de production, le Prosecco est un best-seller mondial et les États-Unis en importent beaucoup avec deux producteurs dans le podium, sur le podium. Ensuite, nous retrouvons les champagnes, évidemment, les historiques, la figure de proue des vins effervescents français. Mais nous retrouvons également dans ce classement la marque Luc Belair, qui, elle, est une marque de mousseux française, donc qui ne produit pas de champagne, mais qui montre à quel point le marché américain importe des mousseux à tous les prix et de tout type, que ce soit des champagnes, des prosecco comme des créments. Donc c'est un marché assez porteur et diversifié. Et ensuite, je ne les ai pas entourés, mais nous pouvons voir les marques productrices d'effervescents, mais les marques américaines, donc Corbel, Domaine Chandon et même Napa. Donc c'était un point important à souligner, je trouvais, par rapport au marché américain. Au niveau de la consommation maintenant, donc forcément, la production augmente, donc la consommation augmente. La consommation a cru de 58% en 20 ans, avec une majorité pour les mousseux, plus 66%, également les pétillants. En revanche, les perlants, donc qui représentent une toute petite part de production dans le monde, ont eux décru, mais bon, c'est un marché quand même moins porteur, ce sont des vins qui sont moins reconnus. Et il est intéressant de noter également les principaux pays consommateurs de vins effervescents. Donc on a un mélange entre les pays producteurs, que sont l'Italie, l'Allemagne et la France, et les pays importateurs, à savoir les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. Et donc on peut voir les importations qui sont plutôt importantes. Et également, il est intéressant de souligner, on peut le voir ici en bas, tout d'abord que les USA importent 67% de leur consommation locale en vins effervescents, mais également les statistiques de consommation par habitant, avec les USA donc, qui consomment 1,1 litre de vin effervescent par habitant et par an, l'Allemagne et la France qui en consomment 4 litres, et l'Italie qui est championne du monde sur le sujet, qui consomme 6,8 litres par habitant et par an. Et ensuite aussi, il est intéressant de noter que la hausse de l'export a été plus importante, donc plus 169% comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, que la consommation, qui est de plus 58% donc sur 20 ans. Cela montre que les marchés des pays producteurs arrivent proches de la maturité, donc les marchés notamment de l'Italie et de la France, même s'il y a une progression. Et en revanche, que l'export est en forte croissance, il y a des opportunités de développement importantes dans ce marché. Au niveau de la France maintenant, donc si on se concentre un petit peu sur la France, la consommation d'effervescents a augmenté de 10% en 20 ans. Et c'est, comme nous le disions sur la première diapositive, une statistique d'autant plus importante que la consommation de vin en parallèle a baissé de 29%. Donc cela montre quand même un certain succès des vins effervescents, alors que les vins tranquilles, comme nous le savons tous malheureusement, baissent en consommation.
Au niveau des types de vins effervescents produits, donc on peut le voir sur le camembert à droite, une grande majorité de mousseux, avec en tête les champagnes et les créments, et notamment les champagnes qui représentent 52% des vins effervescents consommés en France. Donc c'est assez colossal quand on sait la grande diversité quand même de vins effervescents qu'offre la France. En revanche, la consommation de champagne est en baisse, avec une baisse de 9,2% en volume des ventes en volume entre 2023 et 2024, et par contre, et également une baisse de 8% en valeur, alors qu'en parallèle, la consommation de créments est en hausse, avec plus 19% en 5 ans. Donc nous pouvons voir qu'il y a une baisse de consommation des champagnes en faveur des créments, pour la simple et bonne raison que les consommateurs sont en recherche de rapport qualité-prix. Et donc, c'est quelque chose que soulignait Michel-Édouard Leclerc en 2022 dans ses grandes surfaces, c'est qu'en GMS, il y a eu une baisse des ventes de champagne au profit des vins mousseux de qualité, qui sont les créments ou les autres AOP, IGP de vins pétillants présents en France, et que les prix du champagne étaient entre 25 et 50 euros la bouteille, alors que les prix des bouteilles de créments étaient en grande majorité inférieurs à 20 euros. Donc on voit certes que le marché est quand même très occupé majoritairement par les champagnes, mais qu'il y a des opportunités pour les vins moins chers parce qu'il y a une recherche de rapport qualité-prix par les consommateurs. Ensuite, au niveau des prix au détail des vins mousseux par rapport aux vins tranquilles, donc à gauche, nous avons le prix de détail moyen du vin tranquille dans le monde, qui est de 8,19 € par litre, et à droite, le prix au détail dans le monde du vin mousseux, qui est de 12,53 €. Donc cela représente en moyenne une plus-value de 53% des vins, du prix au détail des vins mousseux par rapport aux vins tranquilles. Et en France, nous pouvons voir ici que nous sommes à plus 122% pour les prix des vins effervescents par rapport aux vins tranquilles. Donc c'est quand même très boosté par le champagne, qui est un produit à forte valeur ajoutée. Mais nous pouvons voir quand même que certes, le coût de production d'un effervescent est supérieur, étant donné qu'il y a souvent une seconde fermentation, donc forcément des coûts de production plus importants, mais que la plus-value des vins effervescents est plus importante également, bien plus importante même. Donc voilà, donc nous avons terminé cette partie sur l'exposition des marchés mondiaux des vins effervescents. Maintenant, nous allons voir une partie un petit peu plus courte sur les adaptations dans les vignes et au terroir de Provence pour pouvoir produire des vins mousseux de qualité. Donc en premier lieu, il est intéressant de noter qu'il y a possibilité d'utiliser des vignes à haut rendement à 8-10 tonnes par hectare. Il faut noter quand même que le Prosecco aujourd'hui autorise dans son cahier des charges 15 tonnes par hectare. Donc c'est extrêmement important et au niveau des coûts de production par hectare, du coup, on les divise, on les réduit fortement, contrairement au rosé que nous faisons par exemple. Donc, par contre, ce rendement important impose une vigne en bonne santé avec une bonne surface foliaire, avec de la vigueur et une vigilance très importante à la pression phytosanitaire. Cela implique également un travail important sur la fertilisation pour maintenir le potentiel de production d'une année à l'autre. Également, il est important de ne pas sélectionner les vignes qui... On a souvent cette tendance-là, quand il y a une vigne, on ne sait pas trop quoi en faire, on va se dire, ben tiens, on va faire un vin effervescent. Mais c'est une erreur parce qu'il y a besoin quand même d'une vigne qualitative pour faire un vin effervescent, parce que les caractéristiques analytiques ensuite seront très importantes. Et donc, il est important d'avoir une maturation progressive pour pouvoir gérer à la fois le taux d'alcool potentiel et l'acidité dans le futur vin de base. La récolte ensuite se fait plus précocement, donc comme je le disais, un alcool potentiel plus bas et une acidité plus élevée dans les vins de base par rapport aux vins tranquilles. Idéalement, la récolte se fait à la main. Aujourd'hui, tous les cahiers des charges de champagne comme de crément imposent le ramassage à la main. Donc on sait en Provence, c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire maintenant. Les machines s'imposent de plus en plus. Mais dans les faits, la machine est possible, bien sûr. C'est quelque chose auquel on est habitué pour les rosés, évidemment en respectant et en raccourcissant au maximum le temps entre la récolte et le pressurage.
Mais il est aussi important de savoir que dans notre région, les prestataires viticoles sont souvent assez disponibles quand même à la période des vendanges parce que justement, les vendanges à la machine sont grandement majoritaires. Au niveau des cépages, maintenant, il y a de nombreux cépages qui s'y prêtent et qui sont présents dans notre région. Donc, évidemment, on peut citer le chardonnay, qu'on ne présente plus pour l'élaboration de vins effervescents, mais aussi d'autres cépages qui ont des caractéristiques de taux d'alcool et d'acidité qui se prêtent bien à l'élaboration de vins de base, à savoir l'uni blanc, la clairette ou le muscat petit grain. En revanche, il est important de noter qu'on a encore beaucoup à apprendre sur le sujet parce qu'aujourd'hui, il y a assez peu de monde qui produisent des vins effervescents en Provence. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut faire attention aux cépages qui sont trop tanniques lors de l'élaboration des vins effervescents rosés. Notamment, on ne conseille pas forcément d'utiliser des cépages de type Cabernet Sauvignon parce que la bulle va fortement accentuer l'impression tannique en bouche. Et c'est pas un objectif pour les vins effervescents sur lequel on recherche des profils plutôt aromatiques et plutôt légers, plutôt frais. Maintenant, les adaptations en cave. Donc, Morgane vous en parlera plus précisément tout à l'heure, pardon. Mais le taux d'alcool recherché est entre 10 et 11%, afin d'obtenir un vin fini au maximum à 12,5% d'alcool. Donc, ce qui est intéressant, c'est que se rapproche vraiment de la demande actuelle du marché. De nombreux courtiers ou négociants aujourd'hui vous demandent, notamment sur les rosés, des rosés à 12,5 par exemple. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas pour les vins effervescents. Donc, c'est plutôt positif. Encore une fois, Morgane vous en parlera plus précisément tout à l'heure, mais vigilance à la méthode que vous utilisez pour le TAV. Parce que selon la méthode que vous utilisez, la seconde fermentation fera plus ou moins augmenter le taux d'alcool dans le vin fini. Ensuite, nous avons un gros avantage en Provence, c'est la présence dans les caves de pressoirs de qualité, tout d'abord, mais aussi du froid. Et ça nous permet, donc évidemment, il faut suivre le processus que l'on connaît également pour les rosés, d'écarter les premiers jus et les fins de presse, mais aussi de réaliser un pressurage constant avec peu de rebêche. Mais au niveau de l'élaboration, donc du pressurage, de l'obtention du mou et de l'obtention du vin, c'est un process quand même qui est assez proche de notre savoir-faire, avec dans l'idéal l'obtention d'un mou entre 50 et 80 NTU avant fermentation, qui permettra d'avoir une meilleure netteté aromatique ensuite dans le vin fini. Donc voilà, c'est important de noter que nous sommes quand même équipés pour faire des vins effervescents de qualité dans les caves. Voilà. Ensuite, important également d'éviter les aromatiques trop importantes, justement. Donc le choix de la levure est important. Le CO2 va accentuer l'aromatique des vins. Donc si on a déjà un vin de base très aromatique, ça risque d'avoir une aromatique justement excessive, ce qui n'est pas le but. Et également vigilance au sulfitage parce que la seconde fermentation implique d'avoir une quantité de sulfite pas trop importante. Mais ça également, Morgane vous en parlera plus précisément juste après. Donc maintenant, pour terminer ma partie, je vais faire un petit bilan. Donc tout d'abord, montrant que les vins effervescents peuvent représenter une opportunité parce qu'il y a une hausse de la production et de la demande mondiale de vins effervescents, comme nous avons pu le voir dans la première partie, que le marché des vins effervescents français est en progression, et cela contraste fortement avec la régression des vins tranquilles. Une opportunité pour les effervescents autres que le champagne, c'est que la clientèle est en recherche d'un meilleur rapport qualité-prix, ce qui est une bonne opportunité pour nous, parce que les champagnes aujourd'hui sont quand même bien plus chers que les autres créments. Et pour parler de la Provence maintenant, donc évidemment, nous n'avons pas d'AOP reconnu, même si c'est un sujet qui revient très régulièrement dans l'actualité, mais pour l'instant, pas d'annonce concrète. Après, pour avoir eu quelques conversations avec des gens informés, c'est quelque chose qui, dans les années futures, il y a des dossiers qui vont être mis en place pour pouvoir justement faire reconnaître la Provence sur la carte des vins effervescents. Par contre, il est tout à fait possible de produire en IGP des vins mousseux de qualité, notamment en IGP Méditerranée ou en IGP Var, par exemple. Ensuite, évidemment, il y a tous ces aspects positifs, mais il est important de noter aussi que les vins effervescents ne sont pas une solution miracle.
Tout d'abord parce qu'il y a l'un des problèmes des Français actuellement, c'est quelque chose qui est souligné justement par l'étude d'Agrès Consulting, c'est que si possible, c'est d'avoir une vigne à gros rendement, très mécanisée déjà pour pouvoir être compétitif sur le marché global, parce que la compétition est rude. Et il faut éviter aussi de marcher trop par opportunisme, à savoir de faire une année un effervescent, puis l'autre non, d'utiliser une parcelle dont on ne sait pas quoi faire. Bon, ben, cette fois, on va faire des effervescents avec. C'est pas forcément une bonne démarche parce que dans la durée, ce sont pas forcément des choses qui fonctionnent. Donc, il est important d'avoir une politique sur la durée dans l'élaboration des vins effervescents. Comme je disais, une concurrence très importante sur le marché avec de très très gros acteurs mondiaux, les champagnes et les prosecco évidemment, mais aussi sur le marché local, les créments qui sont en forte croissance et qui commencent à prendre de plus en plus de place. On a cité la croissance de de tous les vins effervescents en France, mais il y en a aussi malheureusement dont la production et la demande baissent. C'est l'exemple de la Clairette de Die, qui est en discussion pour un plan d'arrachage de 300 hectares. Donc ça, c'était fin 2024, soit 20% de sa production. Donc on peut se poser la question aussi pourquoi est-ce que la Clairette de Die est en difficulté? Est-ce que c'est au niveau de ses cépages? Étant donné qu'ils utilisent beaucoup évidemment de clairette, mais aussi de muscat. Est-ce que c'est une question de communication? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, il est important de noter que tout le monde n'est pas en croissance sur ce marché-là. Et donc, il est important d'en discuter avec votre clientèle afin d'évaluer l'opportunité de produire un vin effervescent de Provence dans votre gamme. Voilà, donc j'ai fini cette première partie. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais laisser la parole à Morgane qui va vous présenter un petit peu la société Rivaros. Merci beaucoup. Donc, bonjour, Morgan Amiel, œnologue pour la société Rivaros Prestation, pardon, qui est élaborateur de vins effervescents de différentes méthodes, comme nous allons le voir dans les prochaines diapositives. Donc, une vague présentation de Rivaros. Donc, Rivaros est le plus ancien élaborateur de Provence. Début de l'entreprise 1909, 1940, début de la prestation de service, 1999, intégration du groupe Veuve en Bâle, donc numéro 1 en crément de Bourgogne. 2015, on fusionne deux sites. Anciennement, Rivaros, il y avait une partie qui gérait les cuves closes et les vins gazéifiés qui étaient sur Salon de Provence et une autre partie qui s'occupait de la méthode traditionnelle qui était à Rognac. Les deux caves ont fusionné sur le site actuel. Quelques chiffres, aujourd'hui, Rivaros, c'est 6,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2,6 millions de bouteilles, 700 000 en prestations et 1,9 million en négoce. Dans ce négoce, il y a aussi une partie négoce à façon sur différentes méthodes, méthode Charma et méthode traditionnelle, sur lesquelles, par exemple, vous pouvez apposer vos étiquettes sur du vin qu'on sélectionne au préalable. Voilà. La méthode traditionnelle représente 325 000 bouteilles, la gazéification 150 000. En prestation, plus on fait 375 000 bouteilles de sans alcool à base de jus de raisin gazéifié. Volume en cuve close 1,4 million. Volume en BFAV, BFAV qui sont des cocktails à base de vin, aromatisés ou non, 370 000 bouteilles. Donc, nous allons voir les différentes méthodes que nous proposons actuellement chez Rivaros en prestation, à savoir la méthode traditionnelle, la méthode Charma, plus communément appelée cuve close, et la gazéification. Donc, tout d'abord, la méthode traditionnelle. Donc, pour qu'un vin soit revendiqué méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'il bascule dans la catégorie des vins mousseux de qualité, il faut un élevage minimum de 9 mois. Cet élevage va affiner la bulle et rajouter de la persistance à celle-ci dans le verre. On va développer aussi avec cette méthode de la complexité grâce à cet élevage sur lit. On peut aussi, avec cette méthode, si on n'attend pas 9 mois, le vin ne sera pas une méthode traditionnelle, mais sera revendiqué en vin mousseux. Là, par contre, on va favoriser la fraîcheur. Par contre, on aura une bulle un peu plus grossière. C'est une méthode qui peut être intéressante sur certains, notamment rosés, pour conserver de la fraîcheur et du fruit et ne pas basculer dans un côté trop brioché, trop levurien que va nous apporter la méthode traditionnelle. Les paramètres de la méthode traditionnelle, donc Augustin en a parlé un peu plus tôt dans sa présentation sur l'élaboration des vins de base. Aujourd'hui, on va rechercher un TAV entre 10 et 12.
Il faut savoir que sur les méthodes avec deuxième fermentation, pour avoir une pression suffisante, on va prendre entre 0,8 et 1,2 degrés. Ce qui fait que si vous me rentrez un vin, par exemple, à 12,5, on ressort facilement à 13,2. Étiqueter un vin effervescent à 13, comme on le disait tout à l'heure, les marchés aujourd'hui sont sur des vins à 12, 12,5, qui reprennent en fait les TAV d'étiquette des champagnes créments, voire des Prosecco qui sont parfois plus faibles, qui sortent en produit fini souvent aux alentours des 11,5. Un pH entre 3 et 3,30, une acidité totale à 4 grammes par litre, une volatile inférieure à 0,4. On s'est aperçu en fait que du moment qu'on passait les 0,5, 0,6, au moment où la prise de mousse va s'enclencher, vous allez avoir un laps de temps où le vin ne sera plus protégé par le SO2 et la fermentation n'ayant pas, la prise de mousse n'ayant pas encore commencé, vous allez avoir un moment où le vin n'est plus protégé en fait. Donc il n'y aura pas de CO2 et il n'y aura pas de SO2 à l'intérieur. Et en fait, c'est une période où on a tendance à prendre de la volatile et plus on va être haut sur le vin de base, plus on va avoir tendance à monter assez vite, à prendre 0,2 voire 0,3 points pendant ce temps de latence. Il faut que les vins soient stables vis-à-vis du tartre et du calcium, parce qu'en fait, le tartre donc, crée des dépôts qu'on connaît tous dans les bouteilles. Au dégorgement, vu que les bouteilles passent 9 mois sur latte, c'est-à-dire 9 mois à plat, les cristaux qui se forment sont assez gros et ne sortent pas au moment du dégorgement des bouteilles. La stabilité calcique, on voit depuis quelques années, à cause de la sécheresse, qu'il y a de plus en plus de calcium dans les vins. Et celle-ci produit des phénomènes de gerbage. Ce qui fait qu'à l'ouverture de la bouteille, mais plus souvent au dégorgement, on a tendance à avoir un vin qui gerbe, c'est-à-dire qui sort de la bouteille, où on peut perdre parfois jusqu'à la moitié de la bouteille. Il y a d'autres phénomènes, d'autres paramètres aussi qui rentrent en jeu dans le gerbage. Donc la méthode traditionnelle, donc je passe assez rapidement sur la première partie, donc vendange, pressurage, grappe entière, débourbage, fermentation alcoolique. Ensuite, donc assemblage des différentes bases qu'on a en cave, le tirage, les vins de l'assemblage dans lesquels on va ajouter de la liqueur de tirage et un levain. On va monter entre 20 et 25 grammes de sucre. Il faut savoir que 4 grammes de sucre donne un bar de pression. Donc, on va viser les 5 bars de pression. Ensuite, prise de mousse et vieillissement sur latte. La prise de mousse dure à peu près un mois et demi. C'est pour ça que quand on part du principe de réaliser un vin mousseux en prise de mousse en bouteille, on dit aux clients qu'on peut sortir les vins à partir de 3 mois. 2 mois de prise de mousse, puis un mois le temps d'élaborer la liqueur ensemble et de caler les bouteilles sur nos plannings aussi. Ensuite, on passe au remuage. Le remuage consiste en fait à faire descendre la levure qui est sur les flancs de la bouteille dans le goulot pour qu'ensuite nous pouvions le dégorger. Donc pour dégorger, en fait, on va mettre les bouteilles dans une solution à moins 27 degrés qui va permettre de geler la levure et 1 centimètre au-dessus de la levure. Comme ça, en fait, au moment du dégorgement, vous allez avoir un soulèvement de la capsule couronne pour l'évacuation du glaçon dans lequel sont contenues les levures pour finir à une turbidité, comme vous connaissez sur les effervescents. Une fois que le vin est dégorgé, on va ajouter une liqueur d'expédition avec différents dosages. Sur une des dernières diapositives, je vous mets les différents dosages avec les termes en face. Pour vous donner un exemple, au moment de la liqueur d'expédition, si on veut produire un vin brut, on peut ajouter entre 0 et 12 grammes de sucre. Donc, il y a une méthode dite provençale. On ne peut pas la revendiquer. Il y a eu des discussions, il y a encore des discussions sur cette méthode. Cette méthode, en fait, on va partir donc on va faire un vin mousseux de qualité qu'on revendiquera en méthode traditionnelle, dans lequel on va, sur l'élaboration pour la prise de mousse, on va ajouter du mou qu'on aura congelé au préalable pendant les vendanges. Donc nous, dans notre cas, on vient récupérer le mou chez vous. On a un partenaire qui fait de la congélation. On congèle le mou jusqu'à ce que les vins de base soient prêts. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de diluer l'alcool si vous avez des bases trop hautes. Si par exemple, en fait, nous, quand on utilise une liqueur donc pour lancer la prise de mousse, on a une liqueur qui a 650 grammes par litre de sucre. Si vous mettez du mou, par exemple, aux alentours des 200 grammes par litre, ben vous allez apporter à peu près, pour apporter ces 20-25 grammes de sucre, vous allez à peu près apporter 10%. Donc, vous allez diminuer le taux d'alcool pour revenir en fait au taux d'alcool initial. Je ne sais pas si c'était très clair. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, vous avez un vin de base qui est en TAVP à 13, vous conservez du mou. Je vais venir diluer ce vin avec à peu près 10 grammes enfin 10% pardon, de mou. Et donc, en fait,
Avant prise de mousse, le vin va retomber à 12. Fin de prise de mousse, il sera à 13. Voilà. Donc, on ne prend pas les 0,8 à 1,2 dans ce cas-là. On va retomber sur le degré initial du vin. Ça permet aussi le fait d'utiliser des boues, de rajouter de la fraîcheur, parce que comme je vous disais, c'est quand même 10%, c'est pas négligeable. Donc on va rafraîchir aussi ces bases, surtout si on travaille sur des mous avec un cépage différent, un peu plus frais aromatiquement. Donc la méthode provençale reprend à peu près le même schéma d'élaboration que la méthode traditionnelle. On a un vin de base qu'on va assembler avec du levain et dans ce cas-là du mou et non de la liqueur. On va filtrer, on va vérifier la stabilité pardon, de cet assemblage. On va faire une filtration. Ensuite, tirage, vieillissement, remuage, dégorgement, dosage et habillage. On peut aussi utiliser du mou pour doser les vins. C'est une méthode qui peut être utilisée et là aussi, c'est pour ajouter aussi de la fraîcheur, notamment aromatique, sur vos produits effervescents. La méthode Sharma, donc c'est la méthode qui est plus communément appelée cuve close, qui consiste, en fait, c'est la même méthode que le Prosecco, c'est-à-dire qu'on va faire une deuxième fermentation, mais au lieu d'être en bouteille, on va faire une deuxième fermentation en cuve, dans des cuves isobarométriques. Donc la méthode Sharma permet d'élaborer des pétillants, donc comme Augustin le disait, qui sont entre 1 et 2,5 bars, des mousseux et des mousseux de qualité. Le vin mousseux, donc supérieur à 3 bars. Le vin mousseux de qualité, il faut qu'il soit supérieur à 3,5 bars. Et pour qu'il soit revendiqué vin mousseux de qualité en méthode Charmat, il y a un temps d'élevage de 6 mois, avec quelques petites particularités. Si ce sont des cuves avec agitateur, il vous faut faire une prise de mousse, un élevage d'un mois, et ensuite, les 5 autres mois peuvent être faits en bouteille, avant étiquetage, avant commercialisation, bien sûr. Voilà. La méthode Charmat favorise une bulle fine avec de la tenue. La méthode Charmat permet aussi un travail sur lit. Les cuves sont équipées d'agitateurs, donc on va pouvoir en accélérer, reproduire un élevage sur lit sur des vins qui sont très tendus, où où on va vouloir jouer un petit peu sur le gras et sur l'onctuosité en bouche. On va pouvoir venir bâtonner les lits. On crée des vins frais et aromatiques avec quand même quelques notes fermentaires, c'est-à-dire on retrouve quand même dans la méthode Charmat les caractères variétaux des cépages. On n'est pas comme sur la méthode traditionnelle où on va basculer vers des arômes tertiaires dus à l'élevage sur lit pendant minimum 9 mois. Et, chose non négligeable, on peut intervenir pendant la prise de mousse en rajoutant divers produits œnologiques. On régule la température sur ces cuves-là, qui sont thermorégulées avec agitation, ce qui permet de favoriser les arômes en fonction des cépages. Aujourd'hui, on n'utilise pas différentes souches de levure, sauf demande particulière de clients. On travaille avec une seule levure, donc on essaye pour favoriser certains types d'arômes, de jouer plutôt sur les températures. Si on veut des prises de mousse sur la fraîcheur et pour conserver des tioles, on va essayer de faire fermenter, de réaliser la prise de mousse aux alentours des 15-17 degrés. Et si par exemple on veut des profils un peu plus fermentaires, on va être aux alentours des 18-20 degrés. Donc, les vins de base d'une méthode Sharma, donc on reprend à peu près les mêmes paramètres que sur la méthode traditionnelle. Donc, un TAV entre 10 et 12, des vins stables, un SO2 libre inférieur à 15. Quand nous sommes supérieurs à 15, en fait, la levure a du mal à enclencher la prise de mousse. Donc, on a des départs en fermentation plus tardifs où on développe notamment des notes d'oxydation. Un SO2 total inférieur à 100. Inférieur à 100 parce qu'on s'est aperçu aussi que supérieur à 100, pareil, on avait du mal à enclencher la prise de mousse. pH 3 à 3,30, acidité totale supérieure à 4 grammes par litre. La méthode Sharma, donc voici le schéma, donc vin de base dans lequel je vais rajouter de la liqueur de tirage et du levain. La prise de mousse va s'effectuer en cuve où nous allons agiter en fait les levures 2 fois par jour. Ensuite, nous allons filtrer. On ajoute la liqueur d'expédition et enfin, on met en bouteille. On peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure sur la méthode dite provençale, venir faire la même chose sur une cuve close. Donc, on a un vin de base dans lequel on va venir ajouter un levain plus du mou du millésime. On fait la prise de mousse en cuve, on filtre, on ajoute la liqueur d'expédition, mise en bouteille. Ça permet d'avoir, encore une fois, une base un peu plus haute en TAV et de rafraîchir les vins de base. C'est une méthode qui peut être intéressante si, sur des vins qui ne sont pas forcément du millésime ou quand on arrive sur notamment des profils frais aromatiques en fin de campagne. Cette méthode-là, on peut se dire, ben, on attend le millésime d'après, on viendra récupérer du mou du nouveau millésime et on rafraîchira comme ça une base du millésime N-1.
En méthode Sharma, donc en cuve close, on peut aussi réaliser des prises de mousse à base de mou. Donc, il y a notamment une dénomination pour ça qui est le VMQA, le vin mousseux de qualité de type aromatique, avec seulement 4 cépages en France qui sont autorisés là-dessus, le muscat, le gamay, la clairette et le mosaque. Donc, les sucres finaux à la fin ne seront pas issus d'un dosage, mais seront issus des sucres résiduels de votre fermentation pendant la prise de mousse. On a des profils fruité et frais. L'intérêt, c'est qu'on peut revendiquer un vin en VMQA à partir d'un TAV à 6, ce qui répond à une partie des demandes commerciales aujourd'hui. Donc, en fait, comment ça s'articule? Donc, pardon. D'abord, les paramètres. Donc, un TAVP entre 10,5 et 11,5, un pH entre 3 et 3,4, un SO2 total à 60 mg par litre, un azote assimilable supérieur à 150 mg par litre, et une acidité volatile inférieure à 0,4, ce qui ne pose pas de problème, notamment quand on réceptionne en mou. Donc, le VMQA, je vais rentrer un mou, je vais lancer une fermentation alcoolique classique. J'aurais déterminé au préalable un point de mutage. Donc, le point de mutage va se déterminer par rapport à l'équilibre sucre-alcool. Par exemple, 50 grammes par litre de sucre pour un TAV de 8. Dès que je vais approcher, dès que je vais être au-dessus, à 10 points de densité au-dessus de la densité de mutage que j'aurais déterminée par cette réflexion, je vais venir fermer les évents de la cuve. Comme ça va enclencher la prise de mousse. En fait, une cuve close, c'est une cuve où vous n'avez pas de trappe supérieure, vous avez juste des vannes qui servent d'évents. Donc, vous enclenchez la prise de mousse, donc le CO2 va s'échapper par ces évents. Et une fois que vous voulez enclencher la prise de mousse. Donc, vous enclenchez la fermentation alcoolique, vous laissez le CO2 s'évacuer. Une fois que vous voulez enclencher la prise de mousse, vous venez fermer ces évents avec un mutage au froid. Une filtration quasi instantanée pour éviter que le vin continue de fermenter et qu'on s'éloigne du point de mutage que l'on avait déterminé. Et ensuite, la mise en bouteille. La prise de mousse à base d'un mou, donc on a vu le VMQA qui est une dénomination, mais on peut aussi faire des vins mousseux à base de mou ou des pétillants. Là, dans ce cas-là, je vais venir terminer mes sucres en cuve et c'est sur les... Tout dépend si on veut un pétillant ou un mousseux. Si on veut un mousseux, par exemple, sur les 25 derniers grammes de sucre, je vais venir fermer les évents. C'est là où on n'utilise qu'une seule souche de levure parce qu'il faut que ce soit une levure qui soit capable de travailler donc sans oxygène sur la fin de fermentation pour pouvoir développer l'effervescence et la bulle dans vos. Donc ce procédé-là, en fait, vient conserver la fraîcheur du vin. Vous aurez un vin effervescent avec des notes comme vos vins tranquilles. En fait, on va venir préserver l'intégrité de vos vins. Et il n'y a pas de... Donc voilà, je reviens là-dessus, excusez-moi, pas de seconde fermentation, donc note variétale respectée. Donc pour reprendre le petit schéma, donc on rentre du mou, on ajoute des levures à l'intérieur, on lance la fermentation alcoolique. Et pareil, il y a une dizaine de points de densité d'avoir les sucres qui sont secs. Aujourd'hui, nous sommes équipés d'un laboratoire, donc on le fait en plus de la densité, on a un FOS qui nous permet d'être plus réactif là-dessus. On analyse et quand il reste une vingtaine de grammes, on vient fermer les évents. Si on veut faire un vin pétillant, quand il reste 15 grammes, on vient fermer les évents. Filtration et ensuite mise en bouteille. La gazéification. Donc, la gazéification, c'est l'adjonction de gaz carbonique dans les vins. À savoir qu'aujourd'hui, il y a une mention sur les étiquettes qui est quand même pas très jolie à marquer, qui est vin mousseux ou vin pétillant gazéifié avec adjonction de gaz carbonique. Pas très sexy à mettre en marché. Si c'est sur la contre avec une jolie étiquette, c'est assez facile à vendre, mais sinon, c'est assez difficile à expliquer aux clients. C'est que les clients sont de plus en plus attentifs à ce genre de mention. Par contre, cette méthode présente certains avantages. On peut faire des mousseux ou des pétillants, c'est un process rapide. Par exemple, si vous venez à travailler avec Rivaros sur cette méthode-là, il faut savoir que si les habillages et les étiquettes tout a été validé avant, c'est une méthode qui vous permet d'avoir un effervescent en 5 semaines. Il n'y a pas d'impact sur la couleur. Je n'ai pas parlé sur les autres méthodes, mais par exemple sur les rosés, on sait que la prise de mousse va avoir un impact sur la couleur. On va perdre un petit peu en intensité colorante. Et sur la prise de mousse en bouteille, où aujourd'hui on a cette tendance à vouloir faire ressortir la couleur à travers la bouteille, donc à utiliser des bouteilles blanches, on a un brunissement de la couleur rosée dû à l'élevage. Vous avez peut-être pu le constater notamment sur certains champagnes rosés où on voit que les couleurs sont soit très foncées pour essayer de conserver des notes rouges à l'intérieur violacées, soit sur des champagnes un peu plus clairs, on a quand même des notes tuilées qui arrivent très vite.
La levure et l'adjuvant qu'on va mettre à l'intérieur va capter un petit peu de matière colorante, mais en plus de ça, vous allez avoir forcément un vieillissement prématuré de la couleur. Enfin, pas prématuré, mais vous allez avoir un vieillissement de la couleur en bouteille blanche. La gazéification ne modifie pas la matrice aromatique des vins. C'est une méthode qui, par contre, tout à l'heure, on parlait de ne pas mettre des cépages trop aromatiques si on faisait des prises de mousse. Là, par exemple, c'est une méthode qui est intéressante sur des 100% Muscat ou des 100% Sauvignon parce que vous ne touchez pas à la matrice aromatique des vins. Votre vin, le CO2 va servir d'exhausteur aromatique, mais vous allez garder la même aromatique de vos vins. Voilà. Les paramètres analytiques sont moins exigeants. Vu qu'il n'y a pas de deuxième fermentation, vous allez sur cette technique-là, vous rentrez un vin à 13, il ressort à 13. Sauf si vous décidez de faire un vin doux dans lequel vous allez ajouter 50 grammes de sucre. Là, vous allez diminuer un petit peu le vin, mais les vins sucrés ne sont pas forcément la tendance à l'heure actuelle. Si vous faites un brut, vous me rentrez un vin à 13, vous l'étiquetez 13, sachant que dans l'effervescence sur les vins mousseux, nous avons une tolérance de 0,8, chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure. L'inconvénient de la gazéification, c'est que vous avez le phénomène du Perrier ou du Coca-Cola. C'est-à-dire, c'est une méthode où la bulle tient moins dans le temps. Donc, ça va bien pour un produit d'apéritif que vous posez sur une table. Une bouteille, c'est grosso modo 7 coupes. Vous faites un ou deux tours de table. La bouteille est consommée assez rapidement, mais c'est pas un vin de. On ne peut pas faire avec cette méthode-là des vins, entre guillemets, de gastronomie. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'ouvrir une bouteille et de la tenir sur un long repas. Vous avez, comme sur un phénomène de Coca-Cola, vous avez une bulle qui est moins persistante. L'effet mousse et l'effet bulle sera le même dans le verre. Par contre, la bulle part plus vite. Donc, le système de la gasification est assez simple. Un vin de base, une mise au froid pour que le CO2 puisse se dissolver plus facilement à l'intérieur et qu'on crée quand même une bulle qui part moins vite dans le verre et dans la bouteille. Gazéification. Nous, aujourd'hui, on travaille, la gazéification se fait sur la ligne de tirage et en même temps, nous ajoutons la liqueur d'expédition. Pour vous schématiser, on a la cuve de vin de base, on a un bac à liqueur, une pompe doseuse en fait qui vient prendre de la liqueur et prendre du vin de base. Ensuite, ça passe dans ce qu'on appelle un prémix. Dans ce prémix, il y a un système qui gazéifie les vins et ensuite on passe sur la ligne de tirage. D'autres possibilités dans les vins effervescents que nous faisons aussi chez Rivarose. Donc le PETNAT, aujourd'hui on entend beaucoup parler de PETNAT. Il n'y a pas de définition légale à ce jour. Il y a des textes en cours, il y a des réflexions en cours. Aujourd'hui, les PETNAT, ils sont faits de différentes méthodes. Des méthodes où on va partir du vin de base comme une méthode ancestrale, où on va partir du vin de base, on va venir finir les sucres à la mise en bouteille. Donc on va dégager du CO2 qui va réaliser pendant la prise de mousse. Ensuite, on peut les dégorger ou non. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de pétnates sur le marché qui sont encore capsulés et non dégorgés. À savoir que cette méthode, excusez-moi, je continue sur les méthodes. On peut aussi les faire en cuve close, c'est-à-dire on va partir d'un mou. L'idée étant de respecter le côté naturel, donc de ne pas venir rajouter de sucre pour la prise de mousse. On va partir sur les sucres soit résiduels du raisin, soit en rajoutant des mous, donc comme on a pu voir pour la méthode dite provençale ou pour les fermentations à base de mou en cuve close. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il se fait aussi des pétnates en gazéifié où, pour vulgariser un petit peu la chose, vous prenez un vin, vous rajoutez un petit peu de lit pour ajouter du trouble et vous passez sur une ligne pour gazéifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition légale de ce terme-là, sachant que pétillant et naturel sont deux définitions, par contre, elles légales. Pétillant, normalement, on est censé être inférieur à 2 bar 5. Il s'avère qu'aujourd'hui, sur 80%, je dirais, des pétillants naturels que l'on trouve dans le commerce, on est supérieur à cette pression-là. Donc, on est en vin mousseux. Et sachant qu'un vin mousseux, normalement, doit être bouché et muselé et non capsulé. Voilà. Donc, enfin, si vous voulez vous lancer dans cette technique-là, c'est des choses à prendre en compte parce que forcément, ben, quand les gens en produisent de plus en plus, derrière, il y a des textes qui risquent de sortir et donc il va falloir respecter un certain type de pression. Et donc, c'est toujours bien de commencer à travailler sur le sujet plutôt que de modifier une recette qui est déjà élaborée à cause de mention légale. On fait aussi des pétillants de raisin. Le pétillant de raisin, c'est une nomination légale, c'est un produit fermenté inférieur à 3.
Donc là, on enclenche une prise de mousse parce que la prise de mousse est naturelle, ce n'est pas une gazéifiée. Prise de mousse est naturelle. On enclenche une prise de mousse et on vient on vient mettre le froid. On attend d'atteindre les 3-4 barres de pression en fonction de ce que souhaite le client et on vient muter ça au froid. On fait aussi des BFAV. Donc les BFAV sont des boissons fermentées à base de vin. Donc aujourd'hui, on fait essentiellement deux types de BFAV, donc qui sont une gazéification avec une aromatisation. Donc comme vous avez du rosé pamplemousse, mais vous faites un rosé pamplemousse effervescent, par exemple. On peut le faire aussi en méthode préfermentaire. Donc, on a travaillé sur plusieurs sujets là-dessus. On a notamment un client qui nous a amené de la sève pour mélanger à du vin, pour faire la prise de mousse avec cette même sève. On était parti d'un mou cette fois-là. On avait incorporé de la sève à l'intérieur. On avait lancé la prise de mousse. Et du coup, voilà. Mais du coup, on n'est plus sur du vin. On bascule dans la catégorie des boissons fermentées à base de vin. Les sans-alcool, donc on sait qu'aujourd'hui, il y a un marché qui s'ouvre là-dessus, sur les vins désalcoolisés, soit partiels, soit totaux. On a remarqué que la bulle, en fait, donnait un peu plus de matière, donnait un petit peu plus de corps aujourd'hui. Beaucoup de vins désalcoolisés sont très aromatisés et resucrés derrière. La mousse permet, vu qu'elle redonne un petit peu de bouche au vin, de diminuer un petit peu la quantité de sucre et donc de rendre le produit plus attractif en termes de valeur nutrition. Les low alcool, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on peut les faire en fermenté, c'est-à-dire je désalcoolise partiellement un vin et ensuite je viens ajouter du CO2 à l'intérieur. Et on peut aussi, pour recréer une matrice vin et fermentaire, désalcooliser un vin entre 5 et 6 et venir lancer une prise de mousse en cuve close dessus pour remonter à 7 degrés. Grosso modo, venir faire un produit viticole pour concurrencer la bière, aromatiquement intéressant. Donc, vous trouverez dans le diapo, qu'après je sais qu'il sera partagé, un récapitulatif assez bref des différentes méthodes, où vous aurez la méthode provençale, la méthode traditionnelle, la cuve close, la gazéification, les vins mousseux de qualité aromatique, sachant qu'il y a d'autres méthodes qui s'entremêlent dans tout ça. Vous trouverez aussi quelques règles concernant les vins mousseux, donc en cuve close et en méthode traditionnelle, avec aussi les vins gazéifiés, les vins pétillants, avec les pressions en bar, mini et maxi. Les taux d'alcool mini, les taux de vieillissement en fonction des différentes méthodes, les fameux dosages en sucre dont je vous parlais, brut nature, brut, extra sec, sec, demi-sec et doux. Donc vous avez toutes les petites explications ici. Et ensuite les différentes typicités imposées par les méthodes. Merci pour votre attention et si vous avez des projets effervescents, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous visiter aussi. Nos portes sont ouvertes pour vous accueillir. Voilà, merci. Impeccable. Merci beaucoup. Alors, juste pour afficher les sources, voilà. Donc, la première dont j'ai parlé pas mal de fois, qui était donc l'étude d'Agrès Consulting. Voilà, vous avez accès à toutes les sources d'où viennent notamment les chiffres de la première partie. Ce que je vous propose, c'est que donc là, vous avez tous les micros coupés. Si vous souhaitez poser une question, vous avez soit donc le chat qui vous permet de directement poser une question à l'écrit, ou alors si vous avez une question plus complexe ou à exprimer, vous pouvez aussi allumer votre micro. À ce moment-là, ce que je vous demande, c'est peut-être de lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main à partir du chat, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Morgane ou à moi, que ce soit sur les chiffres ou sur les méthodes de production. Bonjour, Bonjour. j'aurais une petite question. Ce serait, est-ce que vous voyez un intérêt à faire un pétillant ou un vin effervescent en biodynamie aujourd'hui? Honnêtement, oui. Enfin, Euh, je veux dire, avec le marché actuel, etc., est-ce que ça serait se mettre trop de contraintes, on va dire, ou est-ce que ce serait plutôt une opportunité Il y a juste la fin Bonjour,
Il y a des opportunités là-dessus, on le voit avec les effervescents nature, toute cette mouvance-là. Il y a un risque quand on travaille donc sans intrants, c'est en fait la prise de mousse à la fin sur des levures indigènes. C'est là où il va falloir être très très vigilant sur les paramètres du vin. On sait que la levure indigène peut terminer des sucres en bouteille avec D'accord. quelques sucres résiduels entre 0 et 3 grammes, grosso modo. On sait qu'on y arrive, on sait que c'est faisable. Par contre, faut être vigilant sur le degré, sur le pH notamment. Bon, le SO2, dans ce cas-là, normalement, on est quand même sur des doses assez faibles. Mais il faut être très vigilant là-dessus parce qu'en fait, on peut avoir des arrêts de fermentation dus à l'alcool. C'est-à-dire, si vous partez d'une base qui est à 13, même si pour finir à 13 en levure indigène, on sait que c'est compliqué en ajoutant de l'oxygène dans les cuves et tout ça. Faut savoir que dans un milieu clos, c'est encore plus compliqué pour la levure de terminer sa fermentation en fait. Et, D'accord, ok. et après, pour compléter, je sais que nous, on a des clients qui sont en nature 100%, donc qui n'utilisent vraiment aucun intrant, qu'on suit, on sait qu'ils n'en utilisent aucun, et qui élaborent des vins effervescents, donc des pétnates. Et on en a refait cette année, et ça marche bien. Après, ça Il n'y a demande. pas d'énormes difficultés. Il n'y a pas d'énormes difficultés, je dirais jamais, mais quelle que soit la Non, méthode, mais il n'y aura pas de difficulté. Mais en effet, c'est quelque chose de faisable. Et sur le marché, on peut voir qu'il y a de plus en plus de vins dits naturels qui sont pétillants. ok, très bien. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. On peut rester un petit peu, 2, 3 minutes, voilà, si vous avez même un peu plus, hein, si vous voulez penser à des questions, éventuellement, n'hésitez pas. Donc, on reste connecté encore quelques minutes. Et après, si on voit que vraiment il n'y a pas de questions, on mettra fin à la présentation. Évidemment, vous pouvez toujours nous contacter ensuite. Donc vous avez les coordonnées affichées sur la diapositive qui est actuellement, que je présente actuellement. Et vous avez les numéros de téléphone à la fois de Morgane ou de moi-même. Également, vous avez le numéro du laboratoire Onolis. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, on reste 5 minutes de plus au cas où vous aurez des questions supplémentaires. Question pour Morgane. Quel est le coût de la prestation de Frédéric? Alors, bonjour Frédéric, le coût de la prestation va dépendre de la méthode, du type de bouteille choisie. Je vous propose de m'envoyer vos coordonnées. Je peux vous envoyer notre catalogue. On a un catalogue avec les coûts en fonction des méthodes et du type de bouteille. Voilà. Et après, est-ce qu'on peut dire un prix moyen, par exemple, pour En fait, aujourd'hui, c'est vraiment la bouteille qui détermine, mais alors je les ai pas forcément en tête, mais je peux vous les retrouver. Grosso modo, sur une méthode traditionnelle, on est sur un coût aux alentours des 4 euros en fonction de la bouteille, on va aller de 3,50 à 4,50 pour une prise de mousse en bouteille. On va être aux alentours des 3,50 € en méthode Charmat. Euh, et en gasification, j'ai pas les coûts en tête. Donc, bon, inférieur en tout oui, cas. oui, oui. Voilà.
Les tarifs sont là, en fait. Autant pour moi. Donc, j'ai les tarifs ici. Donc, je vais reprendre ce que je vous disais. Donc, par exemple, sur une prise de mousse en bouteille en méthode traditionnelle, donc avec élevage à 9 mois, on est sur un volume minimum. Nos volumes minimum aujourd'hui sont à 12 hectos 50 sur tout ce qui est prise de mousse en bouteille et gazéification, et on bascule à 25 hectos sur la partie cuve close. Donc, sur un volume de 12 hectos 50 avec une bouteille champenoise, on est à 4,18 €. Voilà. Le prix de la prestation aujourd'hui comprend la retiraison des vins chez vous, la prise de mousse avec bouteille, bouchon, muselé, donc le tirage ou le dégorgement en fonction des méthodes choisies, l'habillage, la mise en carton et l'expédition au retour. À savoir que sur la méthode traditionnelle, vous pouvez retirer en plusieurs fois. On dégorge à la commande. Si par exemple vous faites rentrer 12 hectos 50, ce qui fait à peu près 1600 bouteilles, 3 palettes, vous pouvez commander une palette par une palette et donc comme ça étaler différentes. Si vous n'avez pas trop d'espace chez vous, ça vous permet, on stocke les vins chez nous, on les laisse sur latte, on les dégorge pas et on les dégorge au fur et à mesure. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une idée ou un projet, on vous donnera plus d'informations. Oui, parce qu'en effet, je peux voir là sur le catalogue des coûts de Morgan que selon la bouteille, en fait, il y a vraiment des différences de prix. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, enfin, et après on passera à un autre sujet, mais sur une méthode traditionnelle, on passe de donc 4 euros grosso modo à 5,50 € en fonction du type de bouteille. Et c'est le prix de la bouteille. Ouais. Alors, il reste 2 petites minutes de plus. Julien, avez-vous des conseils pour un mousseux rouge? Alors oui, aujourd'hui c'est quand on en fait deux, on a deux clients qui produisent ça chez Rivarose. Un mousse rouge, donc déjà tout va dépendre de la technique choisie. Si vous partez sur un mousse rouge en prise de mousse bouteille, il faut faire au préalable des traitements bento, même si on est sur du rouge, pour éviter en fait les particules colorantes. Quand il y en a trop, on a des très gros phénomènes de gerbage. Sinon, après, en prise de mousse cuve, l'avantage, c'est qu'on va mettre en bouteille. On n'aura pas de phénomène de gerbage. On va pouvoir mettre en bouteille et assez rapidement avec une prise de mousse en cuve. Il faut favoriser des profils frais sur le fruit. Et par contre, sur les rouges, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au moment de la liqueur d'expédition, on a plutôt une tendance à être sur du 15 à 30 grammes de sucre en liqueur d'expédition. Parce que, en fait, pour arrondir un petit peu les tanins, il faut savoir que les tanins, avec le CO2, vont devenir un peu plus asséchants. Donc, en fait, pour gommer un peu ce côté asséchant, on va venir ajouter un peu plus de sucre pour rendre le produit plus goulayant, plus facile à boire et plus sur le fruit. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, je pense que tout passe par le potentiel des terroirs de Provence et de l'encépagement. Il faut que la Provence aille vers l'originalité et proche de ses caractéristiques. Faire un copier-coller des Prosecco constitue une voie facile, pourquoi pas? Je pense que le savoir-faire et le potentiel de production de rosé ici est indiscutable. Le marché montre que l'on va vers des effervescents plus abordables en termes de prix, vendange manuelle, méthode traditionnelle, récolte en deçà de la maturité physiologique, FML bloqué, me semble être de bonnes pistes pour élaborer un produit qualitatif. Merci Eric pour pour ce mail très complet. En effet, oui, la Provence a un potentiel pour la production et donc j'en parlais la dernière fois avec Monsieur Masson du Centre du Rosé qui parlait des expérimentations et Monsieur Peraldi aussi, ancien propriétaire du labo, qui disait que la Provence depuis de nombreuses années cherche à développer son appellation de mousseux, mousseux de qualité. Après, il y a eu le succès du rosé qui a vraiment, enfin, qui a fait un petit peu oublier les vins mousseux parce que les vins se vendaient tellement bien qu'on n'avait pas forcément besoin de faire un autre produit. Mais en effet, le potentiel de la Provence est là et historiquement, il y avait quand même des produits, des vins mousseux produits en Provence. Donc,
c'est clair qu'il y a beaucoup de manières de chercher d'autres méthodes d'élaboration qui soient typiques de Provence et c'est clair que c'est quelque chose de très intéressant. Mais merci, Eric, de ce message très complet, très intéressant. Ensuite, donc Frédéric qui demande, ces méthodes sont-elles validées en bio? Oui. Aujourd'hui, toutes les méthodes sont validées en bio. Enfin, bon, Rivaros est certifié bio. Et aujourd'hui, on peut produire de tout type, enfin, de toutes les façons possibles des vins bio en effervescent. Même en gazéifié. C'est souvent la question qu'on a. Et en fait, même en gazéifié, l'adjonction de gaz carbonique est permise en bio. Très bien, merci. Et Rémi également qui pose une question. Pour un blanc de noir, plutôt privilégié Grenache pur ou Cinsault pur ou assemblage? Donc première question. Et ensuite, surtout, y a-t-il quelque chose à savoir de particulier pour ces deux cépages en vue d'un effervescent? En termes de protéines, d'aromatiques. Alors, sur un blanc de noir, donc avec donc ces deux cépages rouges qui sont assez faciles à traiter en blanc de noir. euh, je pense que pour rendre un peu plus de complexité, c'est bien d'assembler les deux. Surtout qu'on va avoir ces deux variétés récoltées entre guillemets en sous-maturité pour produire ces vins effervescents. Donc, pour avoir une complexité aromatique, c'est bien d'assembler les deux. Deuxième partie de la question. Ouais, c'est des caractéristiques des cépages. Non, il faut que les protéines soient stables. Alors, il faut que les protéines soient stables. Il faut essentiellement essayer sur ces deux cépages qui sont assez, qui sont pas très expressifs aromatiquement. Ça peut être intéressant sur le vin de base, par contre, d'utiliser une levure, sans parler de produire que des thiols, mais d'utiliser une levure qui va relever un petit peu le côté aromatique de ces deux vins sans trop travailler sur le gras. Ça, c'est très important d'avoir des levures qui ont un profil plutôt frais et qui favorisent la tension. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de noter aussi, c'est tous les vins blancs comme rosés, Mm. avant d'être récupérés par Rivarose, doivent être stabilisés Oui. protéiquement, tout ça. C'est quelque Oui. chose, un Bon, après, travail à nous, faire en on peut cave, le faire, nous, en interne. Bon, après, ça a un coût supplémentaire. bien C'est sûr. quand même toujours mieux, quoi. Hmm. Vous Merci aussi. Frédéric. Vous aussi. À bientôt. Bon. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut mettre fin à la présentation. Euh, le replay, normalement, sera disponible. Également, n'hésitez pas, si vous, donc, vous reverrez la présentation sur le replay, mais aussi n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires,
à nous contacter. En tout cas, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. On espère que ça vous a intéressé. Voilà. C'était une mise en bouche, on va dire, sur le sujet. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais on trouvait ça intéressant d'aborder à la fois la croissance du marché des vins effervescents, mais aussi leur production. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous dit à très vite. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Hop.